Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Optimis TV. Comme vous l'aurez remarqué, nouveau décor, nouvelle configuration, un petit peu plus chill, on se prend un petit peu moins la tête, mais on est toujours là le jeudi à 18 h pour vous informer sur le monde de l'optique. Alors, on est présent sur YouTube et on est présent également sur toutes les plateformes d'écoute audio. Et vous pouvez vous abonner pour recevoir chaque semaine une nouvelle notification avec un nouvel invité et pour donner la parole toujours plus à ceux qui font le métier. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-François Porte. On l'avait reçu il y a quelques semaines lors d'un live pour répondre à toutes vos questions en direct. Et je crois savoir que vous avez apprécié ce moment. Alors Jean-François, il est opticien, il est entrepreneur, il est cofondateur du groupe Edgar Opticien. Il a été élu opticien international de l'année en 2023 et il est désormais, depuis 2 ans, président du Rassemblement des opticiens de France, autrement dit le ROF. Alors on va parler de son parcours, de sa vision du métier, des défis de la profession, de l'intelligence artificielle, et oui, de la téléconsultation, du SILMO, mais aussi de l'homme derrière ses fonctions. C'est un petit peu l'ADN d'Optimis TV. Bonjour Jean-François. Salut Max. Novacell est un fabricant de verres ophtalmiques depuis 1994. Et oui, ça fait plus de 30 ans, et nous vendons plus de 9 millions de verres par an. Que ce soit les stocks, la production, la coloration, les traitements, le montage et le contrôle final, tous nos verres de fabrication sont faits en France. Nous sommes labellisés OFG et SFG grâce à 650 femmes et hommes. Inscrits dans une dynamique de développement local, nous privilégions une relation client fondée sur la proximité et la qualité de service. Fabriqué responsable, fabriqué français. Novacell. Merci Ça va d'avoir bien? accepté l'invitation. Merci à toi. Tu me rappelles qu'on a fait un live il y a quelques semaines, mais je pense qu'aussi j'ai dû faire partie de ta première vidéo Optimiste TV. Je te rappelle sur un Silmo. Donc je suis très honoré de refaire une boucle avec toi et de revenir sur ce plateau et d'avoir cet échange avec toi. Et en plus, on est à la 101e émission, c'est-à-dire que tu es le premier à inaugurer le nouveau décor, parce que tout ça, ça n'existait pas avant. Quelle Donc, tu chance. vois, j'ai Beaucoup de l'impression que chance. on va se revoir régulièrement. Bon, Jean-François, il y a plusieurs parties, hein. Donc, la consigne sur Optimis TV, il n'y a pas de langue de bois, mais ça, on a l'habitude. Et c'est questions courtes, réponses courtes. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à ce petit exercice? Go, j'appuie sur le buzzer. On y va. Bon, Jean-François, comment tu es arrivé dans l'optique? Oh bah, un parcours assez compliqué, pas très bon scolaire. Pas quelqu'un de très scolaire dans ma vie. Et puis, je suis après un bac scientifique, je suis allé un peu grenouiller en fac de sciences. D'autres copains, c'était fac de médecine pharma, moi c'était fac de sciences, je savais même pas ce que j'y faisais. Et puis un jour, ma mère, j'étais client d'un magasin d'optique à Rouen. Puis un jour, ma mère en passant me dit, et ça, tu voudrais pas faire? Regarde, ça a l'air d'être un métier sympa. Et je sais pas du tout où j'allais et je suis parti dans l'optique après. Alors, on va passer rapidement et on va comprendre surtout qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre et quand est-ce que tu as compris que en fait, tu avais envie d'entreprendre dans l'optique. Le côté entreprendre, j'ai toujours eu en moi. J'ai eu un père qui était pharmacien, entre guillemets, aussi entrepreneur, avec une volonté forte de travail, etc. Et j'ai toujours eu cette volonté de me dire, si je rentre là, c'est un jour, j'aurai mon magasin. Et c'était inscrit en moi et je me suis jamais posé de questions. J'avais cette conscience de bien apprendre mon métier correctement. Sorti de BTS, j'ai eu plusieurs propositions. Soit je restais à Paris, on me proposait déjà d'être directeur adjoint d'un magasin à Opéra. Et je voyais pas le sens, ça n'avait pas de sens pour moi. Et je sortais à peine d'études, et puis avec des études qui n'étaient pas florissantes pour moi, parce que je suis pas un grand scolaire. Et puis revenir dans ma ville natale où il y avait un bon opticien, et j'ai senti qu'il fallait que j'aille là pour bien apprendre mon métier. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai tenu 5-6 ans, tenu dans le sens où j'ai appris. J'ai vu aussi ce que je n'aimais pas, ce que j'aimais bien, ce que je n'aimais pas. Et un jour, mon cerveau m'a dit go. J'avais 29 ans et je suis parti. Alors justement, si on revient au moment où tu as 20 ans, est-ce que tu te rappelles du rêve que tu avais professionnel? C'est quoi ton Non, rêve? non, non. J'avais aucun rêve professionnel parce que mon parcours, comme je disais, scolaire a été Tu avais juché juste le de. rêve de travailler déjà. Ben, le rêve de travailler et le rêve de me réaliser, mais je savais pas dans quoi. Pour te donner allez, un petit truc de ma vie perso, en troisième, les profs voulaient que j'aille en CAP mécanique et je peux pas dire que la mécanique soit quelque chose d'important pour moi dans ma vie. Donc ça a été dur, c'est des moments durs où j'avais l'impression qu'on voulait m'orienter sur des trucs et puis je savais pas où aller.
Mais voilà. Tu voulais trouver ta voie, en fait. Ma C'était le voie. Et rêve quand je suis entré professionnel. en optique, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler et très vite, je me suis dit, tiens, je peux me réaliser. Ok, Et c'est ça. ok. Il y a eu la construction d'Edgar Opticien. Voilà, Un premier magasin à premier Tours. magasin à Tours. Puis après, le parcours qu'on te connaît et puis qu'on peut trouver facilement un petit peu de partout. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a un moment qui a été difficile dans ton parcours entrepreneurial? Tu t'en rappelles? Ah, le tout début, les 2, 3 premières années avec mon associé Julien, moi ouais, on a eu parce qu'on a fait une création hein, à Tours d'un petit magasin. Ouais, 2, 3 premières années et T'as douté? ah non, alors jamais chez moi, je ne doute pas. Alors je vis avec la peur. Alors les gens des fois ils se disent oh là là, quelqu'un qui vit avec la peur. Non mais la Qui est peur fou? moi elle me drive hein, parce que quand j'ai une peur c'est que je sais que j'ai un danger donc je vois comment je le contourne et comment je suis meilleur après cette peur. Donc je suis fabriqué comme ça. Euh, mais surtout pas baisser les bras. J'ai jamais douté, jamais baissé les bras, sauf que c'était dur. Et la raison, et ça je suis un peu déçu, c'est je reviens sur ce diplôme, je reviens sur cette formation qu'on a où en fait je suis parti, j'ai travaillé 5, 6 ans. Donc normalement, professionnellement, j'étais bien. Mais comment on se devient entrepreneur? Et ça a été dur, parce qu'on s'est pris des sacrées gifles, des très très grosses gifles, et a failli fermer, etc. Mais la grande force avec mon associé, où on est différent, on a des compétences différentes, des caractères différents, c'est qu'on n'a jamais, jamais changé notre ligne de conduite. On a ouvert un premier magasin, aujourd'hui on en a 25, euh, 250 collaborateurs, je n'ai, je pense, en 25 ans, jamais changé notre ligne de conduite. On sait où on va et on sait comment on y va et point à la ligne. Après, il y a des hauts, des bas, il y a des choses qui sont difficiles à passer, comme toute vie d'entrepreneur, mais j'ai jamais changé ma ligne de conduite Ok. sur la vision de mon métier. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a donné envie de t'engager davantage dans la profession? On va en parler juste après avec le ROF, etc. C'était quoi le déclic pour t'engager encore plus dans la profession? C'est qu'à un moment, je suis arrivé, l'âge, je suis arrivé il y a 4 ans au ROF, donc j'ai 54, il y a 4 ans, j'avais 50 ans, et je me suis dit, tiens, tu as fait quelque chose. Je suis content de ce que j'ai fait, de ce que j'ai construit avec mon associé et tout l'ensemble des collaborateurs du groupe Edgar qui créent chacun leur petite pièce à ce groupe. Puis je suis arrivé à un moment où je me suis dit, j'aime ma profession, même si je la pratiquais plus au quotidien depuis parce que bah, j'étais sur d'autres fonctions, mais dans mon groupe. J'aime travailler les sujets en hauteur, comme moi, et puis voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour redonner à ma profession? Et je suis arrivé à une phase, et c'était, ah bah tiens, pour être très honnête, c'était Covid. On était tous enfermés chez soi. Et là, j'avais commencé à travailler sur des sujets. J'ai envoyé des gens que je connaissais. Je connaissais pas grand monde dans la filière, mais j'en connaissais un petit peu. Et puis là où, voilà, et de fil en aiguille, j'avais cette envie de redonner à ma profession et à ma filière. Ok, très clair. Comment s'organise une semaine type de Jean-François Porte? Alors, on le rappelle, Edgar, le ROF, le CIO, tes autres engagements certainement que je ne connais pas, je ne veux pas tout savoir, hein. Comment tu trouves ton équilibre et ça s'organise comment tout ça? Ah bah alors, ma semaine type a complètement changé quand je suis devenu président Bien sûr. du syndicat. Ma semaine type Edgar, c'était 2, 3 jours de travail au bureau et 2 à 3 jours de déplacement en France dans tous les magasins. Chaque semaine, je me déplaçais, puisque aujourd'hui, j'ai la chance d'être installé un petit peu partout sur le territoire en France, dans les grosses villes. Et donc, ça, pour moi, c'était important d'être au contact de nos clients et de mes collègues. Parce que depuis le début où on s'est installé avec mon associé, et ça c'est quelque chose en moi qui n'a jamais bougé, jamais tangué non plus, je vois la vision d'un entrepreneur dans le commerce professionnel de santé sur 2 axes, mes clients et mes collègues. Je n'ai jamais regardé mon tiroir caisse. C'est pas quelque chose m'animait au quotidien, c'est-à-dire que moi, mon quotidien dans un magasin, c'était pas ah ce soir Combien j'ai gagné? combien j'ai fait. C'est bien sûr que je regardais le nombre de ventes, etc. Évidemment, mais c'était pas mon moteur. Mon moteur, c'était est-ce que tous mes clients ont été bien accueillis, tous mes clients ont été bien servis, et est-ce que mes collaborateurs se sentent bien dans ce que je fais avec eux, et est-ce que j'arrive suffisamment. Alors, on a des hauts débats aussi, hein, on n'est pas Bien sûr, parfait bien partout, sûr. mais est-ce que je les accompagne correctement sur leur vie professionnelle parce que j'ai ce devoir en tant qu'entrepreneur d'accompagner mes collègues. Est-ce qu'avec tout ça,
il y a des moments où tu arrives à déconnecter complètement. Et quand je dis complètement, Alors c'est après, la complètement. question c'était Ouais, aujourd'hui, comment ça tu fait 2 t'organises? ans que Donc là, je suis président, oui, donc effectivement, j'ai un petit peu mis entre parenthèses avec une confiance très élevée dans mes associés, toute l'équipe de direction que j'ai chez Edgar, où voilà, on échange encore, etc. Je suis beaucoup moins dans l'opérationnel, hein, mais c'était un choix. Et là, aujourd'hui, je suis à peu près 80% de mon temps sur le syndicat, bénévolement, parce que je souhaitais aussi prendre cet engagement au niveau du ROF à titre bénévole, c'est-à-dire que je ne voulais pas avoir de compte à rendre sur l'argent vis-à-vis de tout le monde, et surtout vis-à-vis de mon associé, etc. Pour moi, c'était un équilibre qui était important, parce que c'était toujours pareil, c'était l'envie de donner du temps, l'envie de redonner à ma profession. Donc là, aujourd'hui, je fais ça. Et ma vie perso, eh est-ce ben, que tu arrives à déconnecter des fois, c'est complètement? Pas de déconnecté téléphone, quand je suis dans mon jardin. déconnecter ton cerveau. Ouais? Quand je suis dans mon jardin, Ok. tous les week-ends, je jardine. Le jour, quelqu'un me disait, ah bah dis donc, t'es bronzé, signifiant, parce que j'adore ces petites réflexions, c'est, oh là là, t'es Ah bronzé, oui, tu pars en ça veut vacances. dire que t'es tout le temps en vacances et que tu fous rien. Et j'ai regardé la personne, je lui dis, ouais, je suis bronzé, ouais, sauf que je passe mon week-end les mains dans ma terre, dans mon jardin, avec du repos aussi, mais c'est le moment où, quand j'ai les mains dans ma terre, dans mes trucs, à planter, déplanter, machin, c'est le seul moment où j'ai mon cerveau qui déconnecte. Et du coup, est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur qui se sent débordé? Parce que c'est vrai, c'est un Alors, vrai sujet, le temps. C'est ben, quoi le c'est conseil? le. Alors, C'est de jardiner? non, alors avant ça, alors après, il y a plein de gens qui ont des passions. Et moi, tout à l'heure, je te dis jardin, je sais pas une passion qui me dévore, mais j'aime bien parce que c'est le seul moment où je déconnecte. Moi, je me suis retrouvé à un moment dans ma vie professionnelle à me retrouver avec plein de gens autour de moi qui avaient plein de passions. Oh, et je me disais, merde, j'ai pas de passion, moi. Planter un hibiscus, c'est pas une passion, quoi. Donc, j'aime mon jardin, mais c'est pas une passion non plus. Et je me dis, Jean-François, il te manque quelque chose dans ta vie. Puis je me retrouvais, c'est bizarre cette histoire. Genre, j'ai pas un problème ou j'ai pas une sensation, il me manque quelque chose, j'ai pas de vide, mais les autres me renvoient comme si j'avais un vide parce que j'ai pas de passion. Parce que je collectionne pas ci, parce que je fais pas des treks dans la montagne, des Il fallait trucs. limite dans la société avoir une passion. Il faut avoir quelque chose parce que Ouais. sinon, t'es pas un bon entrepreneur. Ok. Parce que si t'as pas de passion pour t'évader, mais moi, ce qui m'évade aujourd'hui, c'est ce que j'ai construit professionnellement. Ça m'éclate. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, ma vision, c'est comment on s'occupe de nos clients, de nos collègues. Et je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation. Je vais chercher les choses chez les autres, pas forcément chez les confrères, mais dans toute la vie, c'est-à-dire les autres métiers, etc., je m'inspire. Et c'est une vraie passion pour moi. Donc en fait, j'ai pas besoin d'aller avoir une passion à côté parce que je suis passionné de ce que je fais. Et c'est pas grave. Et, j'ai mis des années à comprendre ça parce que j'étais un peu, ça m'énervait. Je me dis putain, j'ai pas de passion, donc je suis pas quelqu'un de bien. Euh, et puis, alors, le peu de conseils. Le premier, c'est ne jamais partir seul et toujours partir entouré, se faire accompagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune qui me dit je vais m'installer, mais je ne prends pas d'expert comptable, je ne prends pas d'avocat, c'est niette. Je fais le parallèle avec les gens qui se marient sans contrat, comme signer de contrat. Oui, d'accord, vous vous aimez aujourd'hui et demain, quand vous aimez moins, et ben voilà, si on ne s'est pas protégé au départ, et ben la fin est difficile. Le deuxième point, c'est et ça a été quelque chose qui m'a fait grandir fortement, c'est que je me suis engagé dans des réseaux d'entrepreneurs, notamment le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. J'ai passé 13 ans. Et là, je suis sorti, c'est ce qui m'a fait sortir de ma zone, parce qu'aujourd'hui, quand vous aimez être entrepreneur, vous avez ça dans la tête, tout le monde autour de vous ne comprend pas forcément et se dit ah c'est facile, tu ouvres une boutique, ça rentre tout seul. Non, c'est pas vrai du tout. Euh, et donc, ce qui est important, c'est ça m'a fait sortir vraiment parce que tout d'un coup, je me suis retrouvé dans des groupes d'entrepreneurs où tu découvres que bah, un gars qui dirige une entreprise de plomberie, un gars qui j'avais un copain qui avait un élevage de chèvres et de fromage de chèvre, un gars qui machin, et tous, on a les mêmes problématiques dans notre vie. Ça te permet d'ouvrir un petit peu Et le. surtout, s'échanger les bonnes pratiques Ouais. et dire à d'autres, moi j'ai ça comme problème parce que j'y arrive pas dans ma boîte. Je suis bloqué parce qu'on a tous des failles, on a tous des problèmes. On n'a pas Superman. Et moi, ces failles, il faut comment on les fait pour les régler. Et donc aujourd'hui, la plus belle des choses qui m'est soit arrivée, c'est d'aller me frotter à mes pairs et pas d'aller écouter des coachs Mm. qui te racontent n'importe quoi et qui te racontent une fausse vie et toi tu es là comme un ah oh, ah, c'est bien, mais non, t'as
rien fait dans ta vie, mon gars. Alors, je suis désolé, il y a des coachs bons, mais je les aime pas tous. Désolé d'être un peu franc, mais et la vérité, la vraie vie, c'est tes confrères, tes collègues entrepreneurs, où on peut se dire nos failles, on peut aussi dire nos peines, parce que des fois, on vit des choses dans l'entreprise qui sont pas toujours drôles ou faciles, on s'amuse pas tous les jours, et avoir ce lieu qui est un endroit où on peut échanger, peut-être un jour pleurer parce que tu es à bout et que tu dis mais comment je fais et que les autres sont là pour t'aider. Et puis, ce qui m'a toujours fait rire, c'est de s'échanger les bonnes pratiques. Parce que ce que j'ai mis en place chez Edgar, j'ai un pote qui me dit ah putain, j'y arrive pas, j'arrive pas à faire ça. Moi, je fais ça. Pourquoi tu. Ah bah oui. Et inversement, moi, j'amène mon problème en disant je suis coincé là. Il y en a un autre qui va C'est l'échange. travailler et c'est l'échange. Ouais, ok. On passe sur le ROF. Hein, il y a à peu près un peu plus de 2 ans, c'est ça? Ah, je suis rentré il y a 4 ans et je suis président depuis 2 ans. Tu as pris la présidence depuis 2 ans. Alors rapidement, quel a été ton premier rapport d'étonnement en prenant cette fonction? Qu'est-ce que tu imaginais et qu'est-ce que tu as découvert? C'est quoi ton rapport d'étonnement les toutes premières semaines? Euh, le rapport d'étonnement, on est venu me demander si c'était le lieu où je vous souhaitais m'investir. J'ai dit ok, j'y suis allé. Le premier rapport d'étonnement, c'est cet éloignement des opticiens et des adhérents. Et ça, c'est mon combat depuis 2 ans. C'est inscrit dans mon programme et je le redis, c'est pas un président, un bureau, un CA qui font, c'est une profession qui fait. T'imaginais pas ça de l'extérieur? Non, 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 ça s'est passé assez rapidement. 4 ans, c'est court. Et puis la somme, alors le premier rapport, c'est la somme de sujets, de dossiers à traiter qui est énorme. Et il y a une super directrice générale, il y a une équipe derrière et nous sommes quatre, ils sont quatre et c'est super. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans les attentes des opticiens vis-à-vis du ROF? Alors je crois qu'il y a quelques semaines, on avait parlé en live. Il y a beaucoup d'attentes et il y a le côté, et j'en fais partie, je vais me fouetter, je suis français, le côté râleur. Et ça, le problème, c'est que râler ne fait pas avancer pour moi. Ne pas être content après des solutions, oui. Râler n'apporte rien et il y a des problèmes et il va falloir qu'on les règle, mais tous ensemble. Donc il faut s'engager. Voilà, donc ça, c'est la chose. Ouais. Très bien. Selon toi, quel est le plus grand défi aujourd'hui auquel la profession est confrontée? Il y a 2 gros défis. Un, des pouvoirs publics qui ont mis, beaucoup d'acteurs qui ont mis une cible dans le dos de notre profession. Donc il faut qu'on se soude et qu'on montre qu'on a une vraie profession pour le bien de la santé visuelle de nos clients, de nos patients. Et un autre gros défi, et là pour moi il est très important, c'est certainement une transformation de notre métier dans l'avenir. Il est évident, la technologie, l'IA, la miniaturisation de toute cette technologie, cette automatisation, tout ça arrive. On a en face de ça des acteurs importants mondiaux qui vont certainement tout d'un coup décider de revenir sur notre métier, etc. Il y avait eu des tentatives chez Monoprix, il y avait eu des tentatives dans les gares SNCF. Il ne faut pas dire qu'on a tout gagné, c'est pas vrai, ça va revenir. Et ça, c'est notre gros danger. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sûr de ce qu'on veuille de notre métier et comment on va vivre de notre métier, parce que je rappelle que c'est une entreprise vie, parce qu'elle fait du bénéfice pour pouvoir payer loyer, salaire, etc., les impôts, la TVA et tout le bassin. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on réfléchisse à l'évolution de notre métier à 2030-2040. Il ne va pas être le même. Ah bah justement, c'est ma question d'après. Comment dans les 10 prochaines années, selon toi, le métier va évoluer? Il va se passer quoi dans 10 ans si on fait cette interview dans 10 ans? Alors, si on fait rien, moi, je suis pas quelqu'un qui... Justement, tout à l'heure, je te parlais des peurs. J'aime bien la peur pour me faire réfléchir. Donc, moi, allez, très franc, me dis, putain, dans 10, 20 ans, notre métier, c'est plus tout le même. Et je suis pas sûr que ça soit quelque chose d'intéressant. Sauf que on baisse pas les bras. Je reste persuadé qu'aujourd'hui, on a un avenir vis-à-vis de la population française, des Français, et la vue, c'est une chose primordiale pour les Français. Ça fait partie des 5 sens, et nous n'avons pas à rougir de notre métier, de qui on est. Bon, donc aujourd'hui, il y a une peur de choses qui vont se transformer, ou des acteurs qui pourraient dire, bah oui, mais en fait, on n'a plus besoin des opticiens, on va faire tout ça automatiquement. Je ne souhaite pas que les opticiens deviennent des Uber
Des locks, là, tu sais, tu rentres et tu fais ton code et tu reçois ton colis. Non, non, c'est pas ça le métier. Donc, comment on réfléchit? Alors, du coup, depuis 2 ans, ce que je fais transformer en ROF et on retravaille tout autour de ça, c'est pas nous, opticiens, on veut ci, on veut ça, on peut faire ci, on peut faire ça, parce que personne nous écoute aujourd'hui. Il y a le patient, tu vois, ton haut optimiste, on va mettre le patient en France au milieu, et comment on reconstruit la santé visuelle des Français, comment on la réfléchit, on la pose, constat, comment elle peut évoluer, et nous, à ce moment-là, opticiens, on peut parler aux ophtalmos, on peut parler aux orthoptistes, et nos opticiens, on est qui là-dedans? Avec une revalorisation de notre métier, de nos actes, etc. Et on part du patient. Et du patient. Tout doit partir du patient. Entendu. Est-ce que tu penses que les jeunes ont encore envie de devenir opticien? Alors, je te dirais aujourd'hui non, parce qu'il y a plusieurs problèmes derrière. C'est nous sommes en BTS et on a un très gros manque d'attractivité sur BTS. Je rappelle que jusqu'à peu récemment, les jeunes qui rentraient sur notre filière étaient issus de filières scientifiques, soit aussi des gens qui avaient tenté médecine, pharma ou fac de sciences comme moi, et qui soit échec, soit on ne sait pas ce qu'on fait, et on s'est retrouvé à orienter et pas plus mal. Aujourd'hui, on n'est plus du tout orienté sur ces jeunes qui soit n'arrivent pas à faire médecine, pharma ou fac. Euh, on leur propose plus notre métier. Et donc aujourd'hui, et qui est un métier attractif malgré tout, parce qu'on a de la vraie santé aussi, hein. Quand on fait bien de la santé dans les magasins, on est attractif. Et là aujourd'hui, on est face à un mur. Les parents ne souhaitent plus forcément envoyer leurs enfants vers des filières BTS, de brevets techniciens. Euh, et donc, du coup, c'est notre programme aussi fortement. On en a parlé au live il y a 6 semaines. On porte la formation. Oui, je mets beaucoup d'énergie là-dessus pour qu'on sorte du BTS pour partir à ce qu'on appelle le niveau grade 6. Et grade 6, c'est niveau licence. Ouais, Voilà, pour qu'on soit dans un système universitaire. c'est très clair. On va parler de relation 3O. Désolé, je fais vite, mais il faut aborder plein de sujets. La relation 3O. Ophtalmologiste, orthoptiste, opticien. On pourrait même dire 4O avec les optométristes. On va en Non, parler non. justement. Oh non, je sais pas. Ce sont des opticiens. Donc, Ok, ils très bien. font partie de notre groupe. Donc, c'est 3O. Parce que comme j'ai des fois, j'ai des questions. Oui, Voilà, oui, oui, mais c'est pas que je dénigre, hein, mais ce sont des opticiens à la base, donc ça voilà. me va. Très bien. Comment tu décrirais aujourd'hui la relation entre les 3O? Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Alors comment je décrirais cette fonction des 3O? Bah, il y a les 3O, ça La existe. relation entre eux, tu vois. C'est ce que j'allais dire, il y a une relation. Est-ce qu'elle est bonne? Je n'irai pas jusque-là. Est-ce qu'elle est... On a de la discussion? Oui. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Certainement et fortement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on s'est laissé un peu... Je pense que c'est un peu lié aussi à ce manque de profession qui est un peu soudée et qui montre qu'il y a des forces. Nos forces, on n'a pas osé, nous opticiens, les montrer. On n'a pas osé montrer qu'on était important. Et là, il faut qu'on montre. Non pas qu'on veut venir chercher le métier des ophtalmos. On n'a aucune compétence pour aller chercher le métier des ophtalmos. Il faut arrêter d'avoir peur. Moi, c'est ce que je dis souvent. Et à Vincent Dédès, docteur Vincent Dédès, il va falloir qu'on arrête d'avoir peur l'un de l'autre. Parce qu'à un moment, je pense que ce qui nous arrive dans les prochaines années est bien pire que cette guerre. Alors, c'est ces espèces d'échanges qui peuvent être des fois tendus sur des peurs parce que, ah oui, mais c'est les opticiens, ils font machin, et puis ici les ophtalmos, et puis les opticiens, et les orthoptistes dans ce lot. Donc aujourd'hui, oui, chacun doit protéger sa profession, c'est chacun son rôle. Sauf qu'à un moment, bah, je redis, mettons le patient et soyons justes, justes pour les Français, parce que dire que tout va mieux, c'est pas vrai. Faut pas non plus, voilà. Aujourd'hui, le constat il est simple. Il y a des problèmes. Il y a un sujet qui est très important et c'est ce qui me fait le plus mal aussi dans cette relation 3O, c'est que techniquement sur le terrain, elle se passe très 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 bien. C'est opticien, ophtalmo, orthoptiste marchent main dans la main. Sauf qu'il y a après, en niveau, on va dire, au-dessus, il y a cette espèce de peur, de gêne. Et peut-être qu'à un moment, bah, tiens, je lance une bouteille à la mer, inviter Vincent autour d'un live, ensemble, tous les trois ou tous les deux, et à échanger simplement face à des professions. Parce qu'aujourd'hui, les patients le méritent. Le message est passé. Vincent Dédès, vous êtes le bienvenu. On va parler de télémédecine. Coïncidence, je ne crois pas, mais quand même, c'est important. Téléconsultation, télé-expertise.
Alors, deux questions simples, mais assez directes. À titre personnel, on sort du ROF, on sort de titre personnel, Jean-François Porte. Quelle est ta position sur la télémédecine en optique? Et la deuxième question, comment tu vois l'évolution de ce sujet dans les prochaines années entre les coûts, les réglementations, les lois, etc. Voilà. Alors c'est difficile pour moi de enlever ma casquette président de ROF parce que sinon on peut m'accuser. Je peux pas avoir un discours perso et un discours Ok. président ROF antinomique, même si au fond je suis aligné. Aujourd'hui, c'est c'est important ce qui est arrivé sur la télémédecine parce que la technologie, tout est arrivé pour rapporter et c'est dans un but d'apporter un accès aux soins à des endroits qui fonctionnent pas bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'ophtalmos aujourd'hui, par exemple, sur la télémédecine en France qui le souhaitent le développer, ils nous le demandent parce qu'il y a un besoin de terrain, ils ne peuvent pas répondre partout à une attente. Moi, j'ai à titre personnel des magasins qui sont en souffrance de profession médicale en face, hein. Qu'est-ce que je fais? Je dis à une personne de 75 ans, bah, il faut faire 1 heure et demie de route, d'autoroute, et puis vous revenez me voir, et puis s'il y a un truc. Et en fait, est-ce que c'est juste? Non. Euh, Est-ce que c'est juste que l'opticien fasse tout? Non plus. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on construise des choses propres et chacun dans son rôle entre opticiens. Nous sommes aujourd'hui très bien formés sur la réfraction, zéro problème. Aujourd'hui, on nous interdit de prendre des mesures. Aujourd'hui, nous, le ROF, on le dit, et je l'ai dit aux ophtalmos, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, prendre des mesures ne gêne en rien, puisqu'aujourd'hui, ce sont des machines automatiques. On appuie sur un bouton. À aucun moment, l'opticien ne doit pouvoir interpréter. Nous n'avons pas d'études de médecine, nous n'avons pas les compétences. Juste aujourd'hui, je suis désolé, je le dis clair, les machines sont en train d'arriver, s'industrialisent plus fort, se miniaturisent, s'automatisent. Aujourd'hui, ça arrive dans les magasins, donc faut pas se voiler la face. Faut pas qu'on réfléchisse comme ça. Aujourd'hui, les mesures peuvent être prises sans que l'opticien n'ait interprété, on puisse envoyer par messagerie sécurisée et qu'un ophtalmo de la région, parce que c'est ça aussi la problématique aujourd'hui, et ça là-dessus on combat, il ne faut pas que des mesures soient lues par un ophtalmo, une personne du médical à 600 bornes. Il est où la continuité des soins? Donc en fait, on doit travailler. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont arrivées. Il y a la téléconsultation, il y a une dite expertise parce qu'elle ne respecte pas tout le cadre. Et là, moi, ce que j'aspire, à ce qu'on s'uniformise, qu'on réfléchisse correctement et pas des enjeux de chapelle, c'est comment on apporte un vrai service respectant, voilà, parce que c'est top. Parce qu'aujourd'hui, ça va permettre d'aller voir des gens. Nous, opticiens, 15 000 magasins, 45 000 professionnels qui travaillons, on est capable d'aller voir des gens qui ont des difficultés, avoir les machines qui vont prendre les mesures, elles sont en train de se réduire. Oui, on peut dire, ah ben, en ce moment, c'est pas dingue. Dans 2 ans, c'est terminé, hein, faut pas se leurrer. Donc aujourd'hui, c'est pas là, faut arrêter d'être court-termiste, faut réfléchir à plus long terme. Eh bien oui, aujourd'hui, nous, on est capable, pas n'importe comment, parce que ça, c'est important pour notre métier. Il y a des règles. Il faudra qu'on réfléchisse aussi à comment on est accompagné aussi sur ces sujets-là, mais et que les médecins en face, fassent aussi, puissent faire leur métier correctement et dire j'ai détecté un truc, je m'en charge. J'ai rien détecté, je vous donne l'ordonnance pour faire une paire de lunettes et pas je signe un truc comme ça et c'est là où je veux bien, on voit bien tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, cette guerre qu'il y a entre des solutions, les ophtalmos. Mais je trouve que c'est pas sain, parce que c'est pas sain pour notre profession et c'est absolument pas sain pour le patient. C'est entendu. Rapidement, intelligence artificielle. On passe rapidement, mais c'est important de poser la question. Pour toi, l'IA, c'est une menace ou une opportunité pour le métier? Ah ben En 2 mots. absolument pas une menace, Ouais. c'est plus qu'une opportunité. Et quand je lis des messages en disant ça servira à rien pour notre profession, bah, il suffit de voir sur d'autres professions dans le monde, hein, la radiologie, c'est terminé. Et bien sûr, mais alors c'est quoi? Est-ce que faut avoir peur parce que ça menace une profession ou est-ce que c'est top parce que ça va nous faire grimper et ça va nous faire grandir? Et pour le bien de qui?
C'est le bien de nous ou le bien du patient? Maintenant, c'est le bien du patient au moment, hein. Donc aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle va arriver. Et heureusement, et tout ça, je prends un exemple, on m'a raconté récemment, en Angleterre, je suis désolé, je suis un peu long, en Angleterre, les études ont été faites, elles sont faites. Bon, après, je ne suis pas scientifique, je vais pas. Il y a un appareil photo, une image rétinienne, par appareil photo, on est capable de détecter si une personne peut être Alzheimer ou Parkinson. Donc, ils ont réussi à trouver des gens qui osaient dire à 40 ans, dites-moi si Oui, oui. j'ai un risque ou pas. Donc déjà, il faut signer l'étude. Je ne sais pas si à titre perso, je l'aurais Mm. fait. Mais aujourd'hui, l'œil, c'est la porte d'entrée de beaucoup de choses dans le médical. Et donc, on va se dire que c'est une menace. Bien sûr que non. Le seul problème, c'est pour moi, ça serait une menace si on voit ça passer, encore une fois de plus, et puis qu'on ne fasse rien, On nos prend pas le train en opticiens, et on ne marche. prend pas le train en marche. Entendu. Et sur tous les sujets, l'IA sur la gestion de ton entreprise, Ah oui, gagner du temps, l'IA sur la prise de la mesure prise de mesure, avec tout, voilà, tout. c'est ça. C'est Un petit mot sur le Silmo. Quelle place occupe le Silmo dans notre profession? Et du coup, pareil, je suis désolé, j'essaie de faire court, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère du digital, les salons ont leur place comme avant? Alors moi j'ai une vision, alors là je suis très clair, je suis proche, pas, mais avec les équipes dirigeantes du Silmo, Amélie Morel, et On etc., embrasse toute qui font son un travail équipe, extraordinaire extraordinaire, toute l'année, je le toute confirme. l'année. Euh, pour moi c'est quelque chose d'important et quand j'ai la chance, je fais plusieurs écoles dans l'année aussi, parce que j'aime aller voir les étudiants, parce qu'il faut leur donner la motivation de notre métier. Et à la fin je leur dis deux choses. Un, dès que je sors de la pièce, abonnez-vous à toutes les newsletters de notre filière parce que Il je y ne a de comprends l'info. pas qu'aujourd'hui, un opticien ne s'abonne pas à une newsletter. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs discussions. Peu importe qu'on se tienne au courant de son évolution, c'est toujours pareil. Il faut parler, il faut s'informer et s'engager. Et le deuxième sujet, je dis aux jeunes étudiants, je vous interdis, en rigolant, je vous interdis de ne plus venir à un CIMO. Ce n'est pas possible. L'heure du digital, c'est pas grave. Le digital, il faudra le mélanger à l'humain. Si on reste enfermé chez nous avec du digital, ben on se coupe de tout. Mm. C'est comme aujourd'hui, j'ai hélas, je pense que je suis pas le seul à arriver, des jeunes qui demandent est-ce que je peux faire du télétravail. Ils arrivent, ils postulent à un poste et ils demandent En opticien, en opticien s'ils peuvent faire du télétravail. Bon, c'est fort. ça fait sourire, mais c'est C'est pas ouais, si ouais. drôle que ça, parce que c'est le reflet de certains trucs. Mais, Allez au Silmo. mais je leur dis, allez au Silmo, parce que, et pas que faire des achats, c'est aussi voir les collections, voir les tendances des stands, se rencontrer, revoir des collègues, échanger. Ah bah tiens, ceci, toujours pareil, l'échange, Bien l'humain sûr. important. Il y a des conférences, il y a des. Ça fait. Nous, on a un stand en tant que syndicat. J'anime aussi un petit talk aussi pour m'adresser aux opticiens qui peuvent venir m'échanger. Je suis disponible. C'est un lieu d'échange et on a cette chance, c'est qu'on a le plus gros salon au monde. C'est vrai. Donc si on n'y va pas, ce salon peut avoir une durée de vie moyenne et ça m'intéresse pas parce que je suis fier que la France est le plus gros salon d'optique au monde. Et ben nous opticiens on doit le soutenir. Et on le rappelle, c'est dans quelques semaines, quelques jours. Oui, C'est le week-end du 25 septembre, voilà. du vendredi au lundi. Et puis, Donc tout le monde peut y et aller. puis c'est gratuit. Et c'est À gratuit. part, faut se payer le train pour monter à Paris. Et Voilà. alors, Et le bon, sandwich à 18 euros. et le Mais sandwich, ça, à la ouais, limite, ça c'est une c'est blague, évidemment. C'est pour évidemment. mettre un petit peu de légèreté. Bon, alors Jean-François, il me reste deux questions. Hein, c'est très simple. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui, si tu regardes en arrière? Un de mes quatre enfants, de la vie que je mène aujourd'hui, et familièrement parlant, je veux dire, ce que j'ai construit, Mhm. et puis est fier du petit groupe Edgar, de petits magasins que j'ai fait, parce que j'ai fait quelque chose avec des vraies valeurs, une vraie histoire à raconter à mes clients, une vraie histoire à raconter à mes collaborateurs. Et ça, j'en suis très fier. Et puis aujourd'hui, je suis aussi fier du temps que je donne au syndicat, parce que Oui. Bénévolement, je le rappelle. bénévolement, mais surtout, c'est que au-delà du côté bénévole, il faut, parce que c'est un engagement qui est lourd, responsable, avec beaucoup de. Allez, on va prendre une expression, je mouille la chemise. Je donne du temps, mais ça rend fier parce que je sais que je le fais pas pour moi, je le fais pour les autres et pour les opticiens parce que et j'ai toujours dit, hein, ça a toujours été comme ça dans les rencontres avec les opticiens. Moi, j'aime bien échanger, donner, dire ce que j'ai envie de dire, parce que plus on sera bon et plus notre filière sera bonne et mieux on sera reconnu. Entendu. Jean-François, il me reste des messages à faire passer à certaines personnes. Donc je te dis la personne.
Elle te regarde juste là et tu peux lui faire passer le message que tu souhaites. Alors là, les premières personnes sont les enseignes nationales. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Bah, leur dire merci pour l'engagement qu'elles mettent et le temps et l'énergie et tous les collaborateurs qui travaillent au sein du ROF avec une position qui est, c'est-à-dire de travail, de réflexion, d'échange. Et ça, c'est quelque chose de, j'ai découvert. Je ne savais pas que c'était aussi. C'est important parce que c'est le syndicat qui protège la profession, mais au-delà de protéger, il y a un véritable engagement technique, humain qui est fort. Et vraiment, c'est hyper intéressant d'avoir ces échanges qui ne sont pas, comme certaines personnes le disent, les enseignes décident et on fait. Pas du tout. Il y a un véritable travail. Un message aux opticiens indépendants qui nous regardent. Bah, je suis à la base opticien indépendant. Je suis fier aussi de tous les opticiens indépendants quand je les vois. Ce message aujourd'hui, j'aime bien. Je ne comprends pas certains opticiens qui sont en guerre contre les enseignes. J'ai ouvert mon premier magasin il y a 25 ans. Moi, j'en ai 25 aujourd'hui. Je me suis installé il y a 25 ans, il y avait déjà le paysage d'optique qui existait. J'avais toutes les enseignes dans la même rue que moi. J'ai ouvert un petit magasin de 25 mètres carrés, 30 mètres carrés ou un peu plus, 40. Et je me suis jamais dit, oh là 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 là, les méchants. Non, aujourd'hui, je me suis dit, oh là là, moi indépendant, qu'est-ce que j'ai à offrir en face? Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Pourquoi j'ai réussi? C'est qu'aujourd'hui, moi, je n'ai jamais dit que j'avais des concurrents. J'ai des confrères dans la rue et on travaille Le ensemble. message, c'est ça aussi. Et différentes propositions. Le client, il a le choix. Et ben, on a tout à fait, mais c'est sûr que derrière, il faut travailler une histoire, quelque chose à raconter et un professionnalisme il doit être propre vis nos clients. Un petit message court mais important aux jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui hésitent à rejoindre la profession. Bon, on a un super métier. C'est génial. On a un métier que j'adore. Ça fait, oui, donc ça fait 25 ans que j'ai ouvert mon premier examen, mais ça faisait quelques années que je travaillais avant. C'est un super métier. J'ai la chance d'avoir, j'ai dans mes 4 enfants, un qui a décidé d'être opticien, qui travaille maintenant, qui depuis un an apprend son métier dans mes magasins, et il découvre ce métier qui est dingue, où les gens se livrent, racontent, tout d'un coup, à un moment, sont obligés de donner leur confiance dans la vente. Et où est-ce qu'on peut trouver ça? Parce que je suis un professionnel de santé, mais je suis un commerçant, et dans le commerce, dans quel commerce on a cette confiance qui doit arriver à un moment? Et le soir, et moi j'ai toujours vécu quand j'étais en vente et que je travaillais, c'est le soir je rentrais, des fois fatigué, mais heureux, parce que j'ai dit, mais j'ai fait des rencontres, je me suis intéressé aux autres, et des fois, quand on s'intéresse aux autres, les autres s'intéressent à vous aussi, parce que ça fait du bien aussi, de quelqu'un s'intéresse à vous, parce qu'on se dit, tiens, je donne, mais voilà, il me donne aussi, et il y a cette espèce d'échange, et c'est un méga super métier, parce que je redis à tous les étudiants, c'est pareil, quand je vais dans les écoles, on n'est pas là que pour vendre, on est là pour s'occuper de la vue. Mais c'est hyper important la vue. Moi aujourd'hui, bon, en vieillissant, j'arrive à un certain âge, 54 et plus. Vous m'avez dit, je suis embêté, je peux plus lire mon iPhone, machin. Sans opticien, sans lunettes, je serais mal. Donc aujourd'hui, c'est un super métier. Le message est très clair et en plus, il vient du cœur, comme à peu près tout ce que tu nous as dit. Euh, un message à la FNOF. À la FNOF. Travaillons ensemble sur même nos différences, malgré des fois certains points différents, travaillons ensemble pour l'avenir. Très bien. Un message à l'AOF. Oh là ouais, on travaille aussi, bah, je dis toujours pareil, malgré des différences, travaillons ensemble pour l'avenir, comme nous travaillons aussi, tu peux me poser la question, avec le SINOM, qui est le syndicat des opticiens mutualistes, hein. Mm. Travaillons tous ensemble, parce qu'on a tous des points, des divergences, des points qui nous tiennent ou qu'on souhaite porter, pas grave, mais on a un tronc commun, c'est l'opticien, et cet opticien, on doit l'amener dans le futur, et on l'amènera tous ensemble. Et un dernier message pour l'ensemble des opticiens qui nous regardent. Je peux pas dire annonce. Alors, soyons fiers de notre métier et surtout parlons de notre métier autour de nous. Parlons, sortons de nos magasins pour parler de notre métier. C'est comme ça qu'on sera bien reconnu et respecté. Oui, il y a quelques opticiens qui font pas les choses correctement. Et ça, c'est pas bien, c'est déloyal. Nous travaillons dessus, mais soyons fiers de notre métier. On l'est, hein, les trois quarts, mais surtout
parlons-en autour pour qu'aujourd'hui, ça remonte, ça remonte, ça remonte, et ils disent, oui, oui, c'est vrai, les opticiens. Ah, parce que on a un petit peu marre d'avoir une cible dans le dos. Vous ouvrez la télé, un reportage sur telle chaîne, bim, les opticiens sont ceci, les opticiens sont cela. On n'est pas aidé. Des réunions, bim, les opticiens, vous faites n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. On fait les choses bien. Soyons Mais il faut fiers. qu'on le dise, faut qu'on le dise et qu'on le montre. Donc, la contrepartie de ça, c'est, et je te l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit dans le live, c'est pas un syndicat seul, c'est l'ensemble on va pouvoir retravailler notre profession. Engageons-nous. Engageons. Merci Nous. beaucoup. J'ai un message de Rock Voisine qui me dit Jean-François, tu nous emmerdes, tu me ressembles beaucoup trop. Donc après, tu te débrouilles avec ça. En tout cas, c'est le message qui veut te faire passer. Je te remercie, Blagueur. Merci beaucoup d'avoir été. C'est lourd, hein. Il est tard, en C'est vrai. fatigant, hein. On est sur Internet, les gens ne se rendent pas compte, mais il est un petit peu Surtout tard. que je ne ressemble pas vraiment en vrai. Un petit peu plus que Matt Pokora, en tout cas. Voilà. Donc, non, merci beaucoup d'avoir été là. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre sans filtre, sans préparer les questions. Ça, franchement, c'est quand même une vraie valeur. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bien, hein. On est C'est bien. la deuxième fois avec toi, je leur dis. Et un grand merci à toi parce que c'est fluide et tu me poses des questions, on répond. Et puis, des fois, on a le droit de dire les choses et on a le droit de ne pas savoir non plus. Et puis, voilà. Et c'est chouette. C'est Et la puis, confiance. parlons de notre profession. Exactement. Et coïncidence, Optimist TV doit continuer de parler de l'optique. Parce Promis, que c'est on n'a pas prévu d'arrêter. Voilà, il faut continuer. Merci beaucoup. Parlons de Merci notre métier. à nos sponsors également qui nous permettent d'être là et de donner toujours plus la parole et de faire des belles émissions, je trouve. Abonnez-vous, ça coûte rien. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. En fait, on s'en fiche, on est sur Internet. À la semaine prochaine. Merci Max.